Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence sur le biomimétisme et l'inspiration par la nature, ou bio-inspiration. Notre oratrice ce soir est Kalina Raskin, qui est directrice générale du CEBIOS, avec une double formation d'ingénieur en physique-chimie et de biologiste. Kalina, vous avez la parole et n'oubliez pas de remettre votre micro. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité de vous parler d'un sujet, d'une thématique qui me passionne depuis plusieurs années et qui est effectivement à l'honneur de la Cité des Sciences pour quelque temps. Alors attendez, excusez-moi, hop, je reviens en arrière, je n'étais pas sur la bonne diapositive, hop, c'est parti. Donc effectivement, on va parler ensemble ce soir du biomimétisme et de la bio-inspiration, et donc peut-être quelques éléments d'introduction, notamment sémantiques, puisque finalement, il y a beaucoup de termes pour parler de cette approche qui consiste à finalement observer, comprendre le vivant et essayer de l'imiter ou de s'en inspirer. Historiquement, on va dire presque, c'est surtout une inspiration artistique ou morphologique qui a émergé, tout simplement parce que c'était probablement la plus évidente, celle qui nécessitait le moins finalement de connaissances approfondies du vivant. Donc on a vraiment copié la morphologie générale. Puis progressivement, les sciences de la biologie et les sciences de l'ingénierie ont considérablement évolué, et donc on a pu comprendre plus finement comment fonctionnait le vivant, et on a pu également essayer de reproduire cela dans des systèmes d'ingénierie et de technologie. Donc on appelle ça l'approche scientifique biomimétique ou encore bionique au niveau international. Et là, vous avez typiquement les exemples très classiques de réalisation dans le domaine de la biomimétique qui ont pu être faites depuis quelques années. Le velcro est bio-inspiré de la capacité de certaines plantes de disséminer leurs graines par ce qu'on appelle la zoochorie, c'est-à-dire le fait d'être transporté par des animaux. Et donc le velcro, c'est la contraction du velours et crochet, et qui finalement réplique la façon dont certaines espèces végétales viennent s'accrocher aux poils des animaux pour pouvoir se déplacer. Second exemple très classique, la capacité déperlante de la feuille de lotus. Peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de s'amuser à jeter des gouttes d'eau sur la surface de feuilles de lotus qu'on trouve régulièrement dans les bassins municipaux, un peu partout sur le territoire français. Et lorsqu'on jette finalement cette eau sur les feuilles de lotus, elles déperlent complètement. Et c'est très spectaculaire, les gouttes même rebondissent. Et ça, c'est dû à la fois à finalement la structure même de la surface de la feuille. C'est un peu ce qu'on appelle l'effet fakir, c'est-à-dire imaginez que vous avez un tapis de clous et que vous lancez une bille dessus, selon l'espacement entre les clous, la bille elle va rentrer plus ou moins. Donc il y a un premier effet qui est cet effet fakir. Et puis en plus, il se trouve que la chimie, et donc il y a une substance qui finalement recouvre également cette espèce de petit plot qui repousse encore plus l'eau. Et donc, du coup, ça génère finalement ce qu'on appelle un effet super hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire qu'il repousse l'eau, et qui donc permet cet effet déperlant. Et ça, c'est un double effet pour la plante. Le premier effet, qui est de la maintenir hors de l'eau lorsqu'elle se retrouve éventuellement submergée, parce qu'elle va finalement garder une petite couche d'air autour de la feuille qui va faire office de bouée et la relever au-dessus de la surface. Et puis par ailleurs, lorsque des poussières éventuellement vont s'accumuler entre deux épisodes de pluie, eh bien la pluie va venir déperler sur la feuille, embarquer avec elle et non pas stagner l'ensemble des particules, et ainsi permettre de nettoyer beaucoup plus efficacement la feuille, ce qui confère donc à la feuille un effet auto-nettoyant. Et c'est pour cet aspect auto-nettoyant
qu'on a imité la structure à la fois de la surface et de la chimie du lotus pour pouvoir développer des peintures auto-nettoyantes, par exemple. Et puis ensuite, ça a été développé également dans des textiles ou d'autres typologies de surface. Un très grand exemple encore emblématique dont on parle beaucoup quand on parle de biomimétisme pour faire comprendre la démarche, c'est le dessin innovant du profil d'un TGV qui s'appelle le Shinkansen, qui est le TGV, l'équivalent du TGV au Japon, et qui doit traverser un grand nombre de zones montagneuses, c'est-à-dire de zones dans lesquelles il y a beaucoup de tunnels. Et en fait, lorsque vous essayez de faire rentrer une bille à grande vitesse dans un tube, vous sentez bien qu'elle est freinée si elle va trop vite, par justement finalement un bouchon d'air qui se crée dans le tube. Et ben, c'est exactement la même chose qui se passe finalement dans le cadre particulier du Shinkansen, puisque ce bolide qui rentre à grande vitesse dans un tube, et ben, il se retrouve devant un bouchon d'air dans lequel il a du mal à pénétrer, et donc ça va générer des vibrations et potentiellement également une perte d'efficacité énergétique puisqu'il va se retrouver freiné. Donc pour lutter contre ce phénomène-là qui était assez désagréable pour les usagers en termes de vibration, il se trouve que par chance, parmi les ingénieurs, il y avait un ornithologue, donc un passionné expert des oiseaux, et qui s'est dit finalement le phénomène qu'on observe, donc de passage de l'extérieur du tunnel vers l'intérieur du tunnel, et cette compression auquel l'avant du train est soumise, et ben c'est en fait à peu près la même problématique du point de vue de la physique que de passer du milieu air au milieu eau à grande vitesse. Et il s'est dit, tiens, moi qui suis un expert des oiseaux, est-ce que j'ai pas finalement un modèle qui peut servir d'intérêt? Et donc il s'est orienté vers le martin-pêcheur, qui, comme vous le savez probablement, et comme son nom l'indique, est un oiseau pêcheur, et il a la capacité de rentrer à grande vitesse dans l'eau avec un minimum de turbulence pour pouvoir attraper les poissons sans annoncer son arrivée. Et donc en transformant finalement le profil du nez du train, ils ont pu ainsi améliorer à la fois le niveau de vibration et également l'efficacité énergétique du train. Un dernier exemple de ces grands classiques, et puis après on basculera sur une série d'exemples qui le sont moins, ce qu'on appelle les winglets à l'extrémité des ailes d'avion sont finalement ces courbures qu'on retrouve assez communément aujourd'hui, mais qui n'étaient pas communes à l'époque. Pendant plusieurs générations d'avions avaient plutôt des ailes, on va dire, planes et droites aux extrémités. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, il y a eu un renouveau dans la conception de ces ailes, et qui est issu de l'observation de ce qu'on appelle les rémiges, c'est-à-dire ces plumes qui sont à l'extrémité au bord des ailes et qui sont particulièrement développées chez les rapaces. Et comme on le constate là sur la photo, comme vous avez peut-être eu la chance de le voir en observant un rapace en train de voler, eh bien, ces plumes, elles se courbent et ça améliore la portance de l'oiseau et ça améliore donc les performances énergétiques du vol. Et c'est ce système-là qui a été reproduit au niveau de l'aviation pour pouvoir améliorer les performances en termes de consommation énergétique de ces avions. Et puis, il y a une vision qui est en train de se développer, qui va encore plus loin, qui est de dire, au-delà de copier la forme, au-delà de copier finalement des fonctions un peu séparées les unes des autres, essayons de comprendre comment fonctionnent les systèmes biologiques, comment ces systèmes biologiques ils sont capables de gérer avec une grande sobriété les ressources, l'énergie, l'information, comment les espèces entre elles s'organisent en écosystèmes complexes pour trouver un certain équilibre, et donc comment finalement le biomimétisme peut être un réel levier pour repenser de nouvelles références de développement et pour penser un nouveau modèle de transition écologique. Et c'est vraiment cette dernière approche, cette dernière vision du biomimétisme, donc comment le vivant nous apporte finalement ce nouveau cadre de pensée, ce nouveau finalement cahier des charges. C'est dans cette philosophie-là qu'a été pensée l'exposition bio-inspirée. Donc je vous encourage évidemment chaleureusement à aller visiter dès que les conditions sanitaires le permettront. Et j'ai eu donc la chance d'être impliquée dans cette exposition au sein du conseil scientifique, et puis par ailleurs d'être
co-directrice de l'ouvrage qui est associé directement à cette exposition. Ouvrage qu'on a appelé donc Humanité bio-inspirée, en écho à cette vision et cette philosophie que nous souhaitons pouvoir partager avec le public. Kalina Raskin, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant un peu les perspectives de ces technologies? Est-ce qu'elles ont le vent en poupe? Quelles sont les tendances internationales? Alors, effectivement, au-delà des quelques exemples un petit peu grands classiques que je vous ai cités, et au-delà d'une communication médiatique autour du sujet qui arrive, qui a ses vagues régulières, il y a une vraie tendance de fond, et le biomimétisme s'est considérablement accéléré sur les dernières années avec une explosion du nombre de publications scientifiques dans le domaine, principalement dans les domaines de la chimie, des matériaux, de l'ingénierie. On a à peu près la même tendance dans le domaine des brevets, c'est-à-dire dans la capacité qu'on a aujourd'hui de transformer l'essai entre ce qui se développe dans les laboratoires et ce qui va se développer ensuite dans le monde économique. Traduction directe de cette évolution de tendance, c'est la multiplication de produits dans différents domaines et grands secteurs industriels, aussi bien les transports que la santé, l'énergie, la chimie, l'agroalimentaire, la technologie de l'information et du signal. Dans l'ensemble de ces secteurs-là, à un moment donné, se sont multipliées des stratégies de transfert de connaissances depuis la biologie vers ces différents secteurs d'usage. Pour venir consolider ce que je vous disais tout à l'heure sur cette nécessité d'aller plus loin que la simple biomimétique, donc une simple approche par composante technique du biomimétisme, mais plutôt de regarder ce cahier des charges. Là, si on approfondit un petit peu le cahier des charges du vivant, eh bien, ce qu'on observe, c'est que toutes nos politiques et directives actuelles en termes de transition écologique, en termes de nécessité de mutation du monde industriel, convergent vers exactement les propriétés qu'on peut observer dans le vivant et finalement ce cahier des charges du vivant. L'énergie, dans le domaine de l'énergie, le vivant, il fonctionne à l'énergie solaire. Si vous regardez l'ensemble de la biomasse terrestre, eh bien finalement, quasiment la totalité, voire 99% de l'entrée primaire d'énergie dans toute la biomasse terrestre, c'est bien l'énergie solaire. Et puis ensuite, vous avez des herbivores qui se nourrissent des organismes photosynthétiques, et puis des carnivores, et vous avez toute la chaîne alimentaire derrière jusqu'à la décomposition, qui réintègre ensuite, et les matériaux qui réintègrent ensuite le flux, mais l'entrée d'énergie, c'est l'énergie solaire. Donc le vivant excelle dans sa capacité à gérer justement ce flux solaire. Idem, le CO2 est finalement à la fois une brique de base en termes de matériaux dans le vivant, mais également une brique de base pour l'élaboration des carburants biologiques. Et en outre, n'importe quel organisme biologique optimise aujourd'hui la consommation d'énergie et diversifie ses sources énergétiques, ne serait-ce qu'un être humain dispose de sucre, de graisse répartis dans différentes typologies d'organes et qui vont être mobilisés de façon très différente en fonction de l'apport de nourriture, en fonction du besoin d'effort physique réalisé par l'organisme, et puis en fonction même de la nature des nutriments qui vont être ingérés. Et donc finalement, on voit que c'est assez proche d'un point de vue d'une vision systémique de ce à quoi on est en train de réfléchir en termes de gestion de l'énergie au sens plus large du terme. Et donc il y a d'ores et déjà un certain nombre d'exemples dans ce domaine sur lesquels nous reviendrons. Dans le domaine des matériaux, si on regarde un petit peu la très grande diversité des matériaux biologiques sur Terre, entre la richesse des cuticules d'insectes, entre les différentes formes de feuilles, de champignons qu'il peut y avoir au niveau des différentes strates des écosystèmes, eh bien, on constate la très grande diversité des matériaux biologiques. Et ces matériaux biologiques, c'est finalement un petit peu le Graal des ingénieurs du monde industriel, puisque
ils vont être multifonctionnels, ils vont être auto-assemblés, ils vont avoir un nombre de propriétés assez remarquables qui sont exactement celles qui vont être attendues par l'industrie. Et c'est assez fascinant de voir que, alors qu'on utilise qu'on n'utilise pas toujours les mêmes typologies d'atomes, et bien finalement, en termes de propriétés, par exemple mécaniques, on va être dans les mêmes ordres de grandeur qu'un certain nombre de matériaux qui vont être fabriqués par l'homme. Et pourtant, ils sont fabriqués dans des conditions beaucoup plus douces que ceux qui sont fabriqués par l'homme. Et ça rejoint ce sujet de la chimie, puisque le vivant, c'est d'abord de la chimie. Et si on regarde un petit peu les principes qui ont été énoncés à la fin, dans les années 90 par deux chimistes qui sont Anastase et Werner, qui ont précisé ce que devait être finalement dans le futur les principes de la chimie douce et de la chimie verte, eh bien, ils énoncent donc ces 12 principes qui sont entièrement convergents avec la chimie du vivant. Donc finalement, par essai-erreur, l'être humain se rend compte que ce qui marche, c'est ce qu'on peut observer justement dans le vivant, et ce qui est pérenne dans le temps, c'est ce qu'on observe dans le vivant. Et donc la chimie du vivant, elle est basée sur des composés abondants, des atomes abondants, principalement du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, du phosphore, de l'azote, du soufre, bien sûr des minéraux pour tout ce qui est enjeu de squelette, de dentition, de carapace, et quelques métaux, mais des métaux qui sont vraiment présents à l'état de trace et qui ne jouent un rôle principalement que dans la catalyse. Alors, la catalyse est fondamentale dans le vivant. La catalyse, c'est la capacité de certaines molécules à accélérer, même en étant présentes en très petite quantité, d'accélérer considérablement certaines réactions chimiques. Et donc le vivant est rempli de ces petites molécules extrêmement efficaces. Et souvent, pas toujours, mais souvent, ces molécules utilisent un certain nombre de métaux. Mais elles sont toujours présentes à l'état de trace, là où nous, on utilise quand même beaucoup de métaux depuis des siècles. La chimie du vivant, elle opère à température et pression modérée, là où nous, en général, quand on fabrique certains matériaux ou qu'on fait certains processus industriels, bien, on est obligé de chauffer et de mettre à haute pression, et puis on est dans un solvant universel qui est l'eau, ce qui est aussi assez différent finalement des processus, on va dire, relativement conventionnels, même si les choses ont quand même beaucoup évolué sur les dernières années. On est dans une société qui fait l'apologie du numérique et des technologies de l'information et de la communication. Dès les toutes premières prémices de la vie qui était l'ADN, on était déjà sur une vie entièrement basée sur l'information, puisque l'ADN est une voie chimique de stockage de l'information sur une molécule. Et puis, progressivement, ces molécules se sont complexifiées, se sont entourées d'une membrane pour devenir les premières cellules. Ces cellules se sont elles-mêmes complexifiées, et puis ensuite, elles se sont associées à d'autres cellules pour donner des organismes multicellulaires, etc., etc. Mais l'information, dès le premier brin d'ADN, un enjeu de communication majeur. Et puis après, il a fallu que ces cellules elles interagissent entre elles, que des organes se forment et donc qu'elles interagissent avec d'autres organes, etc., pour aller jusqu'aux échelles des organismes. Et puis ensuite, de la communication entre des espèces, entre des individus ou entre des générations. Et donc, que ce soit en termes de capteurs, de senseurs, puisque je vous rappelle que dans le vivant, pensez ne serait-ce qu'à nos 5 sens, on a des capteurs, sur plusieurs typologies de sens et qui sont liés à des encodages et des natures d'informations qui vont être très différentes. Et puis, bien sûr, en fonction de l'espèce qui est considérée, vous allez encore avoir une plus grande diversité que ce que vous pouvez observer chez l'homme. Et donc, le vivant, il est bourré de capteurs et de senseurs, mais avec bien sûr des supports à ces capteurs et de senseurs en termes de matériaux qui vont être très, très différents de ceux qu'on utilise aujourd'hui et qui posent problème dans ce développement du monde numérique. Le vivant est basé très souvent sur l'intelligence collective et ça a inspiré un certain nombre de ce qu'on appelle d'algorithmes, puisque assez tôt, finalement, il y a quelques décennies, les mathématiciens qui étaient à l'origine finalement de l'informatique se sont intéressés aux phénomènes qu'on peut observer notamment chez les colonies d'insectes, par exemple les fourmis, et leur capacité à prendre des décisions assez complexes sur la base de successions d'ordre assez simples. Et c'est vrai que je pense que tout le monde a observé une fourmilière, c'est assez fascinant de voir comment autant d'individus arrivent à se coordonner sur la base d'individus qui isolément ne pourraient pas le faire. Et donc ça a inspiré très tôt le développement de ce qu'on appelle d'algorithmes qui aujourd'hui nourrissent typiquement des outils de navigation GPS.
Et puis, il y a cette perspective, alors qui paraît un peu futuriste et fictionnelle aujourd'hui, mais qui est très sérieusement étudiée, de finalement, je vous disais, l'ADN, c'est le support de l'information biologique. Un certain nombre de laboratoires dans le monde sont en train d'évaluer l'opportunité pour l'homme, lui aussi, de stocker l'information qu'il génère sur des analogues à de l'ADN. Et il y a une petite simulation qui a été faite pour, imaginons qu'on soit en capacité de stocker l'ensemble du savoir de l'humanité, qui est aujourd'hui hébergé dans des serveurs informatiques conventionnels sur ADN. Eh bien, tout ce savoir de l'humanité pourrait être contenu finalement dans un seul kilogramme d'ADN. Donc on voit qu'en termes de compacité, c'est extrêmement efficace. Et puis par ailleurs, ça a un intérêt, c'est que c'est a priori un système de stockage de l'information qui sera jamais obsolète, puisque tant que l'homme aura besoin l'homme a priori aura toujours besoin de pouvoir étudier et travailler sur les technologies à ADN, et donc a priori ça ne sera jamais obsolète. Et puis, si on donne un autre grand défi, qui est le défi de la gestion de l'eau, eh bien, l'eau étant le solvant universel et absolument indispensable à toute forme de vie sur Terre, eh bien, le vivant excelle dans sa capacité, en milieu aride, à aller collecter de l'eau, en milieu, au contraire, inondé, de pouvoir gérer la surabondance, hein, comme typiquement dans une forêt tropicale, par la stratification, par des capacités de zones de stockage au certain nombre de végétaux, et puis par le stockage, le transport, la distribution ou encore la filtration de l'eau. Et on en aura probablement l'opportunité de donner un certain nombre d'exemples. Je vous encourage à nous les donner, du coup. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu dans quels aspects concrets ces grands principes s'investissent? Alors, on observe finalement une évolution effectivement en lien avec ce cahier des charges du vivant, notamment dans le domaine de l'énergie. On voit quelques initiatives assez remarquables se développer. Par exemple, il y a aujourd'hui un intérêt international à essayer, comme le font, je vous le disais tout à l'heure, les végétaux, et comme le fait la biomasse végétale, à accumuler finalement et à transformer l'énergie solaire. Et c'est ce qu'on appelle donc la photosynthèse artificielle, et on a la chance d'avoir au niveau international des équipes d'excellence qui aujourd'hui se saisissent de ce sujet, et en particulier au niveau français. Les Français sont aujourd'hui chefs de file d'un projet européen qui s'appelle le projet eScaled, et qui vise à finalement monter en niveau de maturité technologique jusqu'à des niveaux de maturité qui commencent à intéresser l'industrie, pour que l'industrie prenne le relais ensuite de la recherche et développe demain des systèmes capables, à partir de chimie inspirée des plantes, de soleil et d'eau, à produire de l'hydrogène grâce à donc des systèmes qui vont être très sobres en termes d'usage de matière, et qui vont être efficaces d'un point de vue énergétique, puisque l'hydrogène est une des grandes promesses pour une énergie propre demain, mais se pose la question de finalement avec quelles infrastructures, avec quelle technologie on va le produire, et avec quel rendement énergétique. Et donc là, on est sur une piste extrêmement intéressante pour pouvoir envisager une synthèse efficace d'hydrogène par voie industrielle. Au centre, vous avez une entreprise française. Alors, je précise juste, j'ai mis en écho à l'exposition bio-inspirée, dont l'affiche est ce magnifique poulpe. À chaque fois que vous voyez un petit poulpe sur une diapositive, eh bien, ça veut dire que ce sont des sujets que typiquement vous aurez la chance de pouvoir retrouver de façon plus détaillée et ludique dans l'exposition. Et donc, vous aurez notamment la maquette de cette hydrolienne ondulante qu'a conçue l'entreprise Hill Energy, Hill voulant dire anguille en anglais. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des hydroliennes qui sont fabriquées sont des hydroliennes rotatives.
Or, voilà, le mouvement qu'on retrouve évidemment principalement chez les organismes aquatiques, c'est l'ondulation. Et donc, les études finalement de mécanique des fluides autour de ces mouvements ondulatoires montrent que c'est un mouvement extrêmement efficace énergétiquement sous l'eau. Et en fait, l'idée, ça a été un petit peu d'inverser la démarche et de se dire, imaginons qu'on ait une membrane fixe, mais qui va être soumise à un mouvement dû au courant marin, et donc ça veut dire qu'on pourrait récupérer de façon assez efficace l'énergie de cette membrane fixe qui viendrait onduler. Et donc c'est le système qu'ils ont développé avec une commercialisation qui est prévue dès 2021. Avec un avantage majeur qui est que c'est un système énergétique qui fonctionne également à des faibles courants, et donc on peut envisager son implantation plus proche des côtes et voire en zone fluviale, et que par ailleurs, on est sur des coûts qui vont être tout à fait équivalents à des coûts d'hydroliennes conventionnelles, même s'il y a encore un effet d'échelle industriel à développer, mais à terme, en termes de projection, c'est ce qu'ils ont estimé. Et enfin, pour des raisons morphologiques évidentes, on a beaucoup moins d'impact sur la biodiversité avec une membrane qu'avec une hélice qui, pour des raisons évidentes, peut avoir un choc auprès de la biodiversité environnante et perturber un certain nombre de courants marins et donc perturber un certain nombre d'écosystèmes au niveau local. Enfin, un dernier exemple sur ce volet de l'énergie, c'est un travail exploratoire qu'a mené Renault Automobile, et donc je vous en parle parce que c'est un travail que je trouve très intéressant comme finalement mutation un petit peu des réflexes de pensée des ingénieurs. Ils ont mené un travail de thèse pour essayer de repenser le véhicule décarboné de demain. Et ils se sont aperçus que le moteur hybride, qui est donc un mélange de sucre, le moteur hybride de la voiture, qui est un mélange entre de l'électrique et de l'essence, était assez proche dans sa dynamique de fonctionnement qu'une motorisation hybride humaine, qui est un mélange de sucre et de graisse. Et donc, ils sont allés travailler avec une chercheuse spécialiste de la performance des grands sportifs et spécialiste donc du métabolisme des grands sportifs pour pouvoir voir en quoi est-ce qu'on pourrait, sans nécessairement toucher à la technologie en elle-même, mais plutôt en essayant de travailler sur le bon usage de cette technologie-là et donc sur le bon usage entre le choix entre de l'électrique et de l'essence. Donc finalement, la programmation de cette technologie, on est en capacité, tout comme le fait un corps humain, d'optimiser à stock équivalent et à, on va dire, par juste un choix judicieux du bon stock au bon moment, son régime de course et son efficacité de course. Et rien qu'avec juste cette transformation du logiciel, on va dire ça simplement, il y a déjà plusieurs pourcents d'optimisation de la consommation énergétique du véhicule. Autre exemple, si on parle un petit peu de chimie, j'ai essayé au maximum de prendre des exemples français pour vous montrer qu'il se passe plein de choses en France et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin pour avoir des travaux remarquables menés dans le domaine de la bioinspiration. L'entreprise M2I Life Science développe aujourd'hui un système où on va venir imiter ce qu'on appelle les phéromones. Les phéromones qui sont les molécules de communication, notamment chez les insectes. Et finalement, en venant imiter ces phéromones-là, on vient perturber la communication entre ces insectes. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque phéromone est très spécifique d'une espèce donnée. Et donc, lorsqu'on travaille avec cette façon de faire, on ne vient interférer qu'avec la vie d'une espèce donnée et non pas avec la vie d'un ensemble de microphones qui peut être représenté au niveau d'une plantation. Donc aujourd'hui, c'est une entreprise qui se développe extrêmement vite, qui est devenue très rapidement parmi les chefs de file internationaux par la voie donc, de l'imitation de la communication chez les insectes pour venir perturber cette communication-là et donc limiter par exemple soit leur reproduction, soit leur capacité à s'orienter, etc. Bien sûr,
ceci est en attendant, et on en reparlera un petit peu plus tard, en attendant de trouver à l'avenir une façon probablement plus durable de gérer la façon dont aujourd'hui on produit nos aliments, puisque si on a des ravageurs qui se développent très rapidement dans certaines récoltes, c'est parce qu'en général on ne plante qu'une seule espèce. Et donc, les maladies se propagent extrêmement vite, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on redécouvre, mais à l'aune des connaissances en agronomie, tout l'intérêt de finalement cultiver la biodiversité dans les productions agricoles pour pouvoir à la fois être écologiquement intensif et productif, et en même temps limiter considérablement, sans forcément d'intervention de l'extérieur, la propagation d'un certain nombre de ravageurs. Au centre, vous avez une molécule chimique extrêmement intéressante qui a été découverte à l'Institut Hubert-Curien de Strasbourg, après l'étude finalement de la capacité des manchots à conserver très longtemps certains aliments dans leur estomac pour pouvoir donner la béquée au petit qui sort de l'œuf, puisque comme vous le savez, ce sont des espèces qui nichent souvent très loin de leurs ressources, de leur réservoir de nourriture poissonneux. Elles s'éloignent volontairement des prédateurs présents dans l'eau. Et par conséquent, il faut que le petit ait quand même accès à la nourriture, et donc ils vont conserver pendant très longtemps ce poisson dans leur estomac. Et on a identifié finalement la molécule qui était responsable de cette conservation, et aujourd'hui il y a des études qui sont menées pour voir est-ce que ça pourrait être transférable dans le domaine de la conservation alimentaire pour l'homme. Une autre entreprise dans le domaine de la chimie qui est assez remarquable et qui a été et dont les travaux de recherche de Claude à l'initiative donc de la création de cette entreprise, qui sont menés par Claude Grison, une chercheuse de l'Université de Montpellier, qui est médaillée du CNRS, c'est la capacité d'exploiter finalement la capacité de certaines plantes à dépolluer les sols et à séquestrer des métaux lourds qui sont issus notamment par exemple de l'exploitation minière, et d'incorporer ces métaux lourds dans leur propre chimie. Et en fait, en incorporant ces molécules dans leur propre chimie, on a la capacité, par extraction ensuite, de récupérer des molécules qui vont être très utiles à l'industrie chimique. Si vous vous rappelez un petit peu tout à l'heure, je vous ai parlé de catalyseurs, c'est-à-dire ces molécules qui sont capables d'accélérer considérablement un certain nombre de réactions. Eh bien, il se trouve que ces plantes, elles sont capables donc de créer des catalyseurs absolument remarquables grâce à ces métaux lourds, et c'est ça qu'elle a réussi à mettre au point en termes d'extraction pour pouvoir finalement rendre plus verte et plus douce la chimie conventionnelle. Donc il y a un double intérêt, à la fois on dépollue les sols, et en plus, on rend la chimie plus douce et plus verte in fine. Dans le domaine des matériaux, il y a des exemples aussi assez remarquables qui se sont développés. Par exemple, vous avez un laboratoire qui est le laboratoire de la chimie de la matière condensée de Paris, sous l'impulsion de travaux de grands chercheurs comme Jacques Livage puis Clément Sanchez, qui se sont intéressés à la façon dont un certain nombre d'organismes marins sont capables de fabriquer du verre à température et pression modérée. Donc là, ce que vous observez à l'image, c'est le squelette d'une éponge, qui est fabriqué entièrement en verre, dans l'eau de mer, à température et pression relativement modérée, de quelques degrés à dizaines de degrés maximum. Ils ont réussi à mettre au point, du coup, un système permettant de fabriquer aussi du verre à température et pression modérée, qui est un verre, du coup, sous forme liquide, et qui, en séchant, en laissant finalement l'eau s'évaporer, permet de garder, de générer de fines couches de verre. Et en fait, c'est comme ça aujourd'hui, le schéma, c'est un peu ce qu'il explique, qu'on arrive à revêtir certains de nos vitrages ou certains de nos matériaux de très fines couches de verre
avec de très grandes fonctionnalités, parce que l'intérêt d'opérer à température et pression modérée, comme on le fait ici, c'est qu'on peut incorporer à ce verre plein d'autres molécules qui vont être des molécules utiles pour obtenir certaines fonctions supplémentaires et qui seraient normalement détruites par les processus conventionnels de fabrication du verre. Et donc, on peut venir comme ça envelopper, enrober des objets, du verre par ailleurs, pour lui apporter toute une série de nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est très largement répandu. Vous en avez à la fois sur des bâtiments architecturaux, vous en avez sur vos fers à repasser. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est quelque chose qui est très largement développé. Ça s'appelle le sol-gel. Et donc, c'est la solution, c'est un mélange entre solution et gel. Et donc, c'est la capacité de fabriquer du verre à température et pression modérée. Au centre de l'image, vous avez une illustration de travaux qui ont été menés notamment par le chercheur Serge Berthier à l'Institut des nanosciences de Paris, et qui est un passionné des propriétés optiques des matériaux biologiques. Et en particulier, il a beaucoup étudié le papillon morpho, qui est ce papillon bleu iridescent, et dont la couleur, en fait, et les propriétés optiques des ailes sont dues à la structure très fine de l'aile. Et donc, ce n'est pas chimique, c'est vraiment la structure très fine de l'aile, et c'est la nature de la structure qui va venir interagir avec la lumière et les ondes qui arrivent au niveau de la surface de l'aile, et conférer toute une série de propriétés de couleurs, mais aussi finalement de filtres thermiques. Et certaines de ces espèces donc, ont la capacité de rayonner, de rayonner les infrarouges, ce qui limite leur réchauffement. Et il y a une collaboration avec aujourd'hui l'industrie des panneaux photovoltaïques qui est en œuvre, puisque, comble du paradoxe, c'est au moment où il y a le plus de soleil que les panneaux surchauffent et qu'ils perdent en rendement. Donc, c'est la raison pour laquelle Serge Berthier a proposé qu'on puisse faire finalement des films inspirés, des revêtements inspirés de l'aile de ces papillons, pour venir couvrir finalement les panneaux solaires et venir dissiper les infrarouges sur ces panneaux solaires, et optimiser comme ça le rendement sur des parcs existants de panneaux. Ensuite, un autre exemple, alors là je triche un peu, mais comme c'est un peu les champions internationaux qui ont réussi les premiers à développer de la soie d'araignée artificielle, j'en parle. Donc ce sont des Allemands. Donc il y a eu un petit peu une espèce de course internationale à qui arriverait le plus rapidement à fabriquer de la soie d'araignée. Peut-être que certains d'entre vous, probablement même, en ont déjà entendu parler. La soie d'araignée est un matériau absolument remarquable, aux propriétés mécaniques qui sont tout à fait potentiellement équivalents au Kevlar, et à minima. Et donc, néanmoins, se pose la question de comment arriver à fabriquer finalement et à imiter ce processus, les processus physico-chimiques en œuvre dans la synthèse de la soie d'araignée. Il faut voir, alors je prends juste 2 minutes pour en parler parce que c'est fascinant. La soie d'araignée, elle est fabriquée en fait dans l'abdomen de l'araignée, et elle est émise à l'extrémité en général de son abdomen. Mais quand elle est dans l'abdomen, c'est encore une soupe. Et c'est en fait, il y a une espèce elle passe finalement comme dans un entonnoir, et puis une espèce de tuyau. Et au fur et à mesure de son parcours dans ce tuyau, il va y avoir des changements dans la composition chimique, dans le pH, qui vont progressivement transformer cette soupe. Et puis, lorsqu'elle va arriver à l'extrémité, donc des orifices qui permettent d'émettre cette soie, de ces glandes, le contact à l'air, le contact à l'humidité, et surtout la traction exercée en fait par l'araignée lorsqu'elle produit sa soie. En fait, soit vous l'avez tous observé, des araignées qui descendent le long de l'enfile. En fait, c'est leur poids qui en fait tire sur la soupe et qui génère en fait la soie, soit des araignées qui tissent leur toile. En fait, vous verrez, elles tirent en fait sur la toile d'araignée pour pouvoir la construire. Et donc en fait, vous avez pour fabriquer cette soie à la fois la composition chimique en elle-même de la soie qui est remarquable, puis ensuite tout ce parcours au sein de l'abdomen, et puis ensuite les conditions extérieures qui vont venir influer à l'émission sur les propriétés de la soie, et ensuite la traction et le niveau de traction sur la soie qui vont conférer à différentes propriétés à la soie, selon que c'est de la soie de certaines parties de la toile, selon si ce sont des soies qu'on va vouloir projeter, selon si c'est des soies effectivement de chute, etc., etc. Et c'est un peu tous ces processus-là qu'a réussi à imiter finalement l'entreprise AM Silk. Il faut voir qu'on ne peut pas élever les araignées comme on élève les vers à soie, parce que les araignées deviennent cannibales en élevage, donc c'est pas possible. On aurait pu l'envisager, mais c'est pas possible. Et donc aujourd'hui, en fait, AM Silk a réussi à développer tout un processus sur lequel je vais pas m'attarder, mais qui permet de fabriquer
à la fois de la soupe, à la fois du fil et à la fois finalement des substances intermédiaires, par exemple. Donc les fils, ils arrivent à les tisser pour pouvoir développer des renforts, parce qu'il y a des propriétés mécaniques remarquables. Sous forme liquide ou semi-liquide, ils sont en train d'explorer l'opportunité d'en faire de l'impression 3D d'organes pour la reconstruction d'organes, parce que c'est un matériau extrêmement intéressant du point de vue de sa neutralité et de sa capacité à justement être colonisé par un certain nombre d'autres cellules. Et puis, sous forme de poudre, parce que cette soie a une capacité d'absorption, c'est-à-dire de capacité à capter les molécules et les particules qui sont autour, qui est extrêmement forte. Et donc, pour développer des filtres, c'est extrêmement intéressant. Bref, c'est un champ d'opportunités extrêmement vaste. Et pour l'instant, ce sont les seuls à réellement maîtriser des échelles industrielles de production de cette soie. Dans le domaine de la santé, vous avez peut-être entendu parler de l'entreprise remarquable Emarina. Alors là, on est à la limite entre la bio-inspiration et la bio-utilisation. Ça a été le cas d'ailleurs sur un certain nombre d'exemples que j'ai pu vous montrer. On pourra en discuter tout à l'heure. Et en fait, Franck Zal, donc à l'initiative de cette entreprise, est un expert des vers marins. C'est un des premiers à être descendu dans les grandes fosses et à observer les vers géants. Et puis finalement, ça fait 15 ans qu'il travaille plutôt sur les vers sur lesquels il marchait depuis des années sur les plages bretonnes dont il est originaire, qu'on appelle des vers arinicoles. Ce sont ces vers qui font les petits tortillons de sable qu'on peut voir typiquement sur les côtes bretonnes. Ce sont les lombrics en fait des sables. Leur mission, c'est de nettoyer finalement les plages. Et ils sont dotés d'une hémoglobine. Donc, entre guillemets comme nous. Franck Zal s'est posé la question, mais comment font-ils lorsqu'ils sont privés d'oxygène à marée basse, puisque leur oxygène, ils le puisent dans l'oxygène dissous dans l'eau. Et en fait, leur hémoglobine est capable de séquestrer 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine humaine. Et en plus, c'est une hémoglobine qui, par ses propriétés, fait qu'elle est compatible avec l'homme et universelle. Et donc ça révolutionne complètement la conservation des greffons, puisqu'on peut conserver maintenant parce qu'on est en capacité de suroxygéner les greffons, capacité de les conserver beaucoup plus longtemps. Et donc, il y a déjà eu toute une série de tests, et ça marche très bien, pour pouvoir conserver différents types d'organes. De mémoire, il l'a fait pour le rein, il l'a fait, c'était aussi assez spectaculaire sur des greffes de visage, typiquement. Il y a des tests qui sont en cours aujourd'hui dans le cadre du Covid pour voir si ces molécules-là ne pourraient pas être injectées sur les patients Covid pour pouvoir améliorer finalement l'oxygénation du sang et qui est indirectement responsable donc de la déficience pulmonaire. Au centre, vous avez une entreprise qui s'est inspirée, c'est pas une entreprise française, ça par contre, c'est une entreprise qui finalement s'est inspirée de la capacité de certains organismes comme ce tardigrade, c'est un arthropode qui fait quelques microns à maximum quelques millimètres de long. Il y en a plus de 300 espèces, donc ce sont les tardigrades. Et en gros, ce sont des super champions capables de résister à presque toutes les conditions pires qu'on puisse observer, de température, de pression, de sécheresse, de froid. On les a mis dans le vide de l'espace, ça tient un petit peu, ça tient quelques minutes aussi. On en a retrouvé congelés pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années dans les glaces, ça résiste. Et en fait, comment ils font ? Je vais le dire très grossièrement, ils se lyophilisent, mais c'est pas exactement ça. Ils vont remplacer en fait les cellules de leur corps par des sucres, parce que comme vous le savez, l'eau qui gèle gonfle, et donc la raison pour laquelle typiquement vos plantes ne résistent pas au gel, c'est que les cellules vont gonfler, exploser, et ça va finalement détruire les tissus de la plante. Et donc là, pour éviter ça, en fait, il va retirer l'eau de ces cellules pour finalement les remplacer en partie par du sucre. Et lorsque les conditions sont favorables, il va regonfler et repartir. Et donc ça a été utilisé pour pouvoir développer des systèmes notamment de conservation de principes actifs et qui vont être dans des tubes, etc., qui vont être beaucoup moins sensibles au changement de température, au changement de pression pendant les transports, ce qui avant détériorait énormément les capacités et les propriétés de ces principes actifs. Enfin, alors là, c'est un exemple beaucoup plus ludique,
mais parce qu'il est rigolo, j'en parle. L'entreprise Terumo a développé des aiguilles antidouleurs, enfin non indolores, des aiguilles indolores inspirées de la piqûre du moustique et finalement la morphologie de l'organe piqueur du moustique, puisque, comme vous le savez, ce qui nous fait mal, ce n'est pas la piqûre en elle-même, c'est le venin qui est injecté a posteriori. Et donc voilà, Terumo a développé ce genre d'aiguille. Je vous parlais tout à l'heure de la fascinante capacité du vivant à gérer l'information de façon voilà, complètement remarquable. Je vous donne ici quelques exemples, mais il y en aurait plein d'autres. À l'université d'Aix-Marseille, il y a des travaux superbes qui ont été menés, notamment sous la direction de Stéphane Violet, pour finalement essayer de développer des systèmes de navigation sans GPS. Je m'explique. Vous savez, je pense tous, que les fourmis, pour se repérer, notamment, utilisent des phéromones. Et donc, en gros, elles vont marquer le chemin. Et donc, c'est par la reconnaissance, en gros, de ces odeurs laissées par leurs congénères ou par elles-mêmes qu'elles vont réussir à retrouver finalement le nid. Sauf que dans le désert, avec les températures au sol, ça s'évapore extrêmement vite. Donc, elles ne peuvent pas miser sur à 100% sur cette capacité de tracer leur chemin grâce aux phéromones. Et donc, en fait, ces fourmis-là ont développé un système réellement de GPS où elles vont avoir la capacité, à la fois, en gros, je schématise, de retenir la position du soleil, de compter finalement le nombre de pas, et à partir finalement de ce calcul-là, elles vont réussir à retrouver le nid. Et donc ça, c'est assez spectaculaire. Et donc, ils ont développé un système de navigation sans GPS pour pouvoir voilà, optimiser un certain nombre de zones dans lesquelles on voit bien que, vous-même, je pense que vous l'avez observé, il y a des endroits où le GPS ne marche plus du tout, pour différentes raisons, d'interférence ou autres. Et donc là, en gros, vous pourriez basculer vers ces systèmes-là. Et donc, ce sont des systèmes qui sont extrêmement sobres en termes de typologie de processus utilisés. Au centre, vous avez une entreprise, donc c'est des travaux remarquables qui ont été publiés dans Science Robotics, si mes souvenirs sont bons, pour ceux qui connaissent un petit peu ce genre de journaux. Au centre, l'entreprise Prophétie fait partie de ces très grosses start-up et maintenant PME du biomimétisme en France, et donc basée sur des travaux aussi académiques qui ont été menés à l'interface entre l'Institut de la Vision et l'Université de Jussieu, où en fait ils se sont intéressés à la façon dont l'œil humain, mais ça pourrait être un œil de mammifère plus largement, est en capacité de gérer l'information visuelle. C'est-à-dire que votre cerveau, là, lorsque vous regardez votre écran ou lorsque vous regardez votre environnement, il a la perception de son environnement, mais il n'analyse pas 100% de l'image. Il va venir analyser que un détail ou un mouvement. Donc l'œil humain, on va dire le cerveau, le système d'analyse visuelle humain, il est basé sur l'événement et non pas sur l'image, il est basé sur l'événement. Et c'est exactement ça qu'ils ont voulu développer et qu'ils ont réussi à développer. Ce sont des caméras qui sont basées sur l'événement. Et ça a pour effet d'accélérer, voilà, de condenser, si vous voulez, pour le dire très grossièrement, de venir compresser à l'acquisition même, en fait, la donnée visuelle, et de n'acquérir et de n'analyser que celle qui est réellement utile. Et donc ça réduit considérablement la quantité d'informations et donc d'énergie liée à la gestion de la donnée vidéo. Donc ça, vous imaginez bien la multitude d'applications qu'il peut y avoir dans différents secteurs industriels. Enfin, un autre exemple, alors ça, c'est une start-up qui est plus jeune, issue de travaux menés à l'université de Nantes, à l'IRSIN, qui en fait étudie le sens électrique et la capacité donc d'un certain nombre d'organismes, notamment le poisson et un certain nombre de poissons, à se repérer grâce à un champ électrique qu'ils vont émettre autour d'eux, et ils vont en fait capter finalement la perturbation du champ électrique autour d'eux pour pouvoir se repérer. Et en fait, dans leur environnement naturel, ce sont des poissons qui vivent dans des eaux turbides, c'est-à-dire dans lesquelles la visibilité est très faible. Donc, pour pouvoir se repérer, ils peuvent pas. Ils auraient pu miser sur l'écolocation, sauf que quand vous êtes dans un milieu qui en plus est petit,
comme le dirait le chercheur lui-même, vous avez un effet balle de ping-pong dans une boîte, c'est-à-dire que ça va rebondir beaucoup trop, et donc au bout d'un moment, vous n'arriverez pas à analyser votre environnement. Donc là, c'est la raison pour laquelle c'est pas l'écolocation qui a été développée chez ce poisson, c'est cette capacité donc à créer un champ magnétique et à être sensible à la déformation de ce champ magnétique par la rencontre d'objets extérieurs. Et donc L-Wave est une entreprise qui a finalement développé des systèmes de navigation basés sur le sens électrique, ce qui permet notamment de pouvoir aller se mouvoir dans des endroits où la visibilité va être très faible et où, voilà, typiquement pour du sauvetage ou pour l'accessibilité à des zones accidentées ou autres. Voilà, je trouve cette figure tellement fascinante que je vous la partage. C'est une figure qui a été réalisée par un collectif de chercheurs, donc Olga et Nikolai Bogatirev, ainsi que Julian Vincent, qui se sont amusés finalement, qui sont beaucoup intéressés à la stratégie de résolution de problèmes entre le monde technologique et le monde vivant. Voilà, c'est assez intéressant de voir, ils ont fait une analyse multi-échelle et multi-espèces sur comment le monde technologique voilà, gérait la résolution de problèmes versus le monde vivant. Et là où c'est vrai qu'on a quand même sacrément tendance à utiliser de la matière et de l'énergie pour pouvoir résoudre une problématique technique, et bien le vivant, il mise surtout sur l'information. Et là, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le vivant, l'information est vraiment la gestion optimisée de l'information est une fonction socle de survie et de pérennité de la vie depuis sa création. Si on prend de la hauteur par rapport à tout ce que je vous ai dit, et je vous ai décliné voilà, plein de sujets et plein d'opportunités aujourd'hui de développement du biomimétisme appliqué à différents domaines scientifiques ou différents secteurs, si on prend un peu de hauteur sur justement comment finalement avoir une vision système biologique, eh bien, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure quand je vous parlais de la lutte contre les parasites et les récoltes. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'agroforesterie, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'agroécologie, ou encore dans une dimension encore plus, on va dire, holistique, la permaculture, c'est finalement cette compréhension et cette valorisation de la vie dans toutes ses strates et dans toute sa diversité pour créer des systèmes productifs alimentaires. Et donc, on va favoriser la biologie des sols, on va travailler sur la diversité des espèces à toutes les strates, que ce soit des espèces végétales ou des espèces animales, pour pouvoir avoir des rendements importants, ou en tout cas à minima satisfaisants, avec un minimum d'intrants ou en tout cas d'intrants artificiels, et ou d'influence et on va dire d'intervention extérieure. Donc ça, ce sont des choses qui se développent, où on redécouvre une fois de plus ce que certains de nos ancêtres faisaient de longue date, mais qu'on sait expliquer aujourd'hui, entre autres grâce au progrès agronomique. Un autre domaine dans lequel le biométisme, la bioinspiration s'est beaucoup développé, c'est le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. On en dira deux mots dans un instant. J'aime beaucoup cette vision des villes futuristes de Luc Schuyten, archiborescence et cité végétale, où en fait finalement on est en train de réfléchir à comment on peut repenser les infrastructures, les constructions, la gestion de l'énergie, les matériaux utilisés en s'inspirant du vivant, et puis plus largement comment, lorsqu'on réfléchit ce qu'on va attendre d'un quartier ou d'une ville, finalement, ces villes, elles ont remplacé un écosystème. Cet écosystème, il rendait ce qu'on appelle, alors c'est très utilitariste, mais bon, c'est un petit peu l'expression consacrée des services écosystémiques, c'est-à-dire des services de purification de l'air, de purification de l'eau, de réservoirs énergétiques, d'accueil de la biodiversité. Tous ces services qui sont rendus normalement par la nature et les écosystèmes et qui sont perdus par l'urbanisation, comment demain intégrer ces services écosystémiques dans ce qu'on devrait attendre des infrastructures urbaines. Et donc, il y a des travaux qui sont menés, notamment auxquels on contribue aujourd'hui dans notre structure, à réfléchir à changer en fait ce qu'on attend d'une ville demain. Enfin, il y a un intérêt croissant de compréhension de finalement comment la vie s'organise. La vie est tellement complexe. Regardez, un organe, une cellule, un organe, un organisme, un écosystème en entier, c'est extrêmement complexe, et tout ça semble quand même marcher assez bien et avec un équilibrage qui est assez remarquable. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer de nouvelles organisations, voire de nouveaux modèles économiques qui s'inspirent finalement de ces
ces organisations qu'on observe dans le vivant, avec cette très grande difficulté qu'aujourd'hui, ce sont essentiellement des métaphores et assez peu des modèles finalement, et qu'il y a encore trop peu d'études scientifiques qui sont menées aux interfaces entre les sciences de la biologie et de l'écologie et les sciences humaines et sociales ou les sciences économiques. Et donc, heureusement, il y a quelques premiers travaux pionniers, très encourageants, mais ça nécessite d'être consolidé. Juste une petite diapositive de synthèse sur cette question de l'architecture pour vous dire que voilà, aujourd'hui, il y a déjà plein d'exemples pour réguler thermiquement, pour alléger les structures, pour gérer la lumière avec des structures déployables ou déformables, voire pour réguler l'humidité ici en s'inspirant de la pomme de pin, pour développer des matériaux, là on reconnaît typiquement des surfaces auto-nettoyantes pour les bâtiments ou des nouvelles façons d'assembler les matériaux qui vont être également radicalement différents, voire gérer les flux en s'inspirant une fois de plus soit des écosystèmes, soit de l'intelligence collective dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a déjà pléthore d'exemples qui sont soit à l'étude, soit déjà développés dans le domaine de l'architecture. Ce à quoi nous invite finalement la bioinspiration, le biomimétisme, c'est de pouvoir développer une vision alternative à cette vision qui avait été développée dans les années 90 de la transition écologique et du développement durable, où on disait voilà, il faut qu'on puisse travailler sur un équilibre entre l'économique, le social et l'écologique. Et René Passet, pourtant, avait déjà proposé un modèle alternatif vers lequel on est en train de revenir, qui est, non, en fait, on ne peut pas considérer faire ce schéma-là de la transition écologique. On doit d'abord considérer la sphère écologique, qui est la sphère dans laquelle, dont on dépend intrinsèquement. Ensuite, cette sphère sociale, et ensuite la sphère économique qui doit se placer à l'intérieur des deux sphères précédentes. Et si on n'adopte pas effectivement cette vision-là de la transition écologique, il est très probable qu'on aille vers une impasse. La France est bien positionnée, Kalina Raskin, sur toutes ces questions. La France, elle bénéficie d'atouts remarquables et elle est en train finalement de prendre sa place au niveau international, puisque à l'échelle européenne, l'Europe, c'est près de 40% de la production scientifique mondiale dans le domaine de la bioinspiration et du biomimétisme. Au niveau européen, clairement, l'Allemagne a pris une certaine avance avec le développement de centres de recherche remarquables. La Suisse leur emboîtait le pas. Le Royaume-Uni est en train également de se positionner autour de la manufacture bio-inspirée. Et puis, la France, depuis quelques années, également essaye d'orchestrer un petit peu ces différentes compétences pour pouvoir se saisir de cette démarche de bio-inspiration. Sans rentrer dans les détails, l'Allemagne s'est dotée de centres de recherche d'excellence répartis sur plusieurs de leurs très grandes universités. Ce sont plusieurs dizaines, voire centaines de millions aujourd'hui qui sont investis notamment par l'État allemand pour pouvoir stimuler la recherche et in fine l'innovation, puisqu'encore faut-il démarrer par la recherche. La plupart de tous les exemples que je vous ai cités précédemment et qui sont aujourd'hui des succès réels sont basés à un moment donné sur la recherche fondamentale. Donc c'est la raison pour laquelle l'Allemagne a anticipé finalement et misé sur l'importance de la recherche pour pouvoir ensuite développer ça d'un point de vue industriel et applicatif. La Suisse leur emboîte le pas avec la création d'un centre interuniversitaire dédié aux matériaux bio-inspirés. Et au niveau français, on a absolument tout ce qu'il faut, puisqu'on a plus de 200 équipes de recherche dans le domaine du biomimétisme, principalement dans le domaine des matériaux et de la chimie, et qu'on a surtout un patrimoine de biodiversité exceptionnel, avec près de 10% de la biodiversité mondiale, un second espace privilégié à la biodiversité marine, et puis on dispose d'une institution absolument incroyable qui est le Muséum d'histoire naturelle, qui fait partie des 3 plus grandes institutions mondiales, on va dire, de répertoire et de connaissances de la biodiversité, avec près de 70 millions de spécimens dans les collections, donc c'est énorme. On a des entreprises qu'on appelle aujourd'hui de la deep tech, la deep tech étant, ce que je vous disais juste à l'instant, ces technologies issues de la recherche fondamentale, et donc on a un certain nombre de deep tech françaises qui font parler d'elles très largement à l'échelle internationale,
et donc, on a cette capacité-là aussi de transformation au niveau économique. Au niveau politique, je ne vais pas tous vous les faire, je vous rassure. On a dès 2007 l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui citait le biomimétisme comme un outil de la prochaine révolution industrielle et un argument en faveur de la conservation de la biodiversité. Ensuite, c'est le ministère de l'écologie principalement qui s'est saisi de la démarche. Plus récemment, le ministère de l'Agriculture en concertation sur la stratégie bioéconomie. Et puis, encore plus récemment, l'ADEME et le CNRS qui a lancé, dans le cadre de son contrat d'objectifs et de performance, a listé la bioinspiration comme un de ses axes de recherche prioritaires pour les prochaines années. Enfin, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet du biomimétisme et de ces enjeux un peu stratégiques en termes de développement national, comment favoriser le développement de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'industrie, je vous encourage à lire ce rapport auquel nous avons contribué, qui est ce rapport élaboré en partenariat avec Stratégie, dans le cadre d'une journée de travail que nous avons fait en commun. France Stratégie étant rattaché directement au cabinet du Premier ministre, et rapport qui a pu être remis directement à l'Élysée, au conseiller du président de la République, a fait avec un très fort intérêt du chef de l'État pour ce sujet. Bon, donc ça a l'air de bien se développer. Alors, comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans cette direction-là ? Donc aujourd'hui, heureusement, et c'est sans aucune prétention, c'est que ce sont les missions qu'on s'est fixées parce qu'il y avait ce besoin au niveau national. Heureusement, aujourd'hui, le réseau national se structure et justement, la formation, la recherche, l'industrie se développe et le CBIOS s'est fixé comme mission de contribuer en fait à ce déploiement national, de comprendre précisément où sont les freins aujourd'hui à son développement, où sont les leviers, et puis comment on travaille sur l'ensemble des piliers nécessaires aujourd'hui à son développement. Donc il y a un premier enjeu qui est de savoir qui fait quoi ou comment, quand on veut démarrer un sujet, démarrer un projet, on fait ce qu'on appelle un état de l'art, scientifiquement parlant. Là, c'est un peu l'idée, c'est il faut savoir d'où on part pour pouvoir se projeter aussi dans la direction dans laquelle on veut aller. Et donc, on a effectivement répertorié un ensemble de compétences nationales. Ce qui est intéressant, c'est que comme il y a un porte-étendard aujourd'hui, les gens se manifestent aussi. Donc, cette cartographie, ces acteurs, elle s'enrichit maintenant de plus en plus automatiquement. Et puis, on anime cette communauté d'acteurs par une série de groupes de travail. On accompagne également le monde industriel. Le monde industriel a envie de s'engager dans la démarche, mais il ne sait pas faire parce que d'un point de vue méthodologique, c'est pas simple. Si c'était simple, le biométier, ça fait très longtemps que on serait pas là pour découvrir ce sujet ce soir. Ça serait connu depuis longtemps. Donc ça veut dire que aussi séduisant que ce soit et aussi enthousiasmant que ce soit, il y a des difficultés pour pouvoir y arriver. Et donc il y a des freins méthodologiques. Et donc, les industriels, ils ont besoin d'être accompagnés là-dessus. Ils ont besoin d'être accompagnés pour trouver les bons modèles biologiques. Ils ont besoin d'être accompagnés pour trouver les bons partenaires. Et donc, on s'est retroussé les manches et on s'est dit, on va tester, on va voir comment on fait pour faire ça concrètement. Donc, on travaille maintenant avec un grand nombre d'industriels là-dessus. Comme ça reste pas facile, on a lancé des travaux de recherche pour justement optimiser, améliorer les méthodes de conception. Donc, c'est des recherches dans le domaine des sciences de la conception, au sens large du terme. Bien sûr, pour que ça se déploie sur le moyen et long terme, il faut prévoir et anticiper le développement de formation et d'enseignement supérieur. Donc, ça, c'est en train de se développer au niveau national avec un certain nombre de cursus qui ont été mis en place pour pouvoir proposer à nos étudiants de se former sur le sujet. Bien sûr, il faut continuer à en communiquer, à en parler. On est ô combien ravis que la Cité des Sciences ait mis à l'honneur ce sujet. Et puis, il faut pouvoir démontrer concrètement que ça marche. Et je ne peux pas en parler beaucoup plus ce soir, mais on a la grande chance de pouvoir lancer une très belle plateforme de recherche technique en partenariat avec le Muséum d'Histoire naturelle à partir de 2021 sur ce sujet du biomimétisme. Et donc, si vous voulez aller plus loin, il y a plein de ressources pédagogiques qui ont été développées. Alors, c'est pas une fois de plus pour vous orienter vers le CBIOS, mais c'est notre mission de faire ça. Donc, on a mis en ligne et on a agrégé et réalisé un certain nombre de rapports qui vous permettent de vous familiariser avec la démarche ou d'approfondir. Il y a
vidéos pédagogiques absolument remarquables qui ont été développées, les petites vidéos Nature égale futur. Si vous allez, ils ont une chaîne sur YouTube. Ils ont fait plusieurs dizaines d'épisodes qui mettent à l'honneur des travaux de recherche ou des travaux dans le domaine économique en lien avec le biomimétisme, et vous y retrouverez un certain nombre d'exemples que je vous ai cités tout à l'heure. Bien sûr, il y a l'expo à la Cité, on en a déjà parlé, et comme c'est une exposition permanente, elle doit pouvoir aussi être, on va dire, en permanence alimentée d'actualités et de nouveautés, puisque c'est, comme je vous le disais, c'est un domaine qui est, si vous vous rappelez les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, ça évolue très très vite, et donc il faut que l'exposition puisse être aussi évolutive. Et donc, on a le plaisir, nous, de collaborer au développement de ce qu'on appelle le fil de l'innovation, et donc qui permettra progressivement d'alimenter par des exemples renouvelés ou des nouvelles, finalement, stratégies bio-inspirées, l'exposition. Et donc, vous avez le lien sur le site de l'expo vers le fil de l'innovation. Il y a des podcasts qui sont en train de se développer. Il y en a plusieurs. Je vous recommande notamment BioInspi, qui est un superbe podcast qui mélange poésie, humour et très grande qualité scientifique. Et puis bon, voilà, rendez-vous à la Cité des Sciences. Et je me permets de faire un petit coup de pub pour ceux qui voudraient aller encore plus loin. Après cette session d'introduction, eh bien, la semaine prochaine se tient la Biomime Week. Donc, c'est une semaine malheureusement digitale. On espérait pouvoir la faire en présentiel, mais on passe en digital, avec près de 100 speakers qui vont témoigner de leurs travaux et de leur engagement dans le domaine du biomimétisme, ce qui vous permettra probablement de rencontrer, même virtuellement, plein d'acteurs et d'aller encore, de diversifier encore plus votre regard porté sur la bioinspiration et le biomimétisme. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence et cette pluie, cette avalanche d'exemples plus enthousiasmants les uns que les autres. J'ai eu plein de questions sur des aspects très variés de ce que vous avez dit. L'une des plus intéressantes, c'est comment est-ce qu'on peut susciter un processus de pensée biomimétique chez les gens, en fait. Comment est-ce qu'on peut susciter ça chez les innovateurs, les aider à trouver des applications. Et l'auditeur nous demande si la clé de tout, c'est pas simplement une sensibilité admirative du vivant, dit-il, qui est peut-être pas toujours enseignée dans les milieux scientifiques et d'ingénieurs. Alors, je suis vraiment ravie de cette question, et surtout de la deuxième partie qui est la question de la sensibilité et de l'appétence, on va dire, de ce regard aiguisé et enthousiaste sur le vivant. Alors, je pense que pour répondre indirectement à la question, aujourd'hui, un des freins principaux du biomimétisme, c'est un frein lié à l'éducation et à l'éducation aux sciences, puisque et moi j'ai eu la chance d'avoir un parcours pluridisciplinaire, mais je l'ai fait plutôt par choix et de ma propre initiative. Mais j'ai eu à chaque fois, quand j'ai fait un parcours de physique-chimie et que je voulais aller dans des stages de bio, on m'a dit mais pourquoi tu vas faire des stages de bio? Et puis quand je suis arrivée dans un laboratoire de bio, on m'a dit pourquoi tu viens faire de la bio? Et ça m'intéresse de faire de la pluridisciplinarité. Donc ça a été à chaque fois à sortir des sentiers battus, à aller un peu à contre-courant. Heureusement, il y a de plus en plus de profils comme cela, et les formations pluridisciplinaires, heureusement, se développent un peu partout. Mais je pense qu'on a malheureusement ce tribut un peu, ce poids un peu historique de silo dans la façon d'être formé, qui fait que, au-delà, même en faisant abstraction de la sensibilité, tout simplement, les gens n'ont pas les connaissances suffisantes dans leur parcours et arrêtent beaucoup trop tôt soit la biologie, soit les autres. Enfin, ça va dans les deux sens. Les biologistes pourraient être beaucoup plus proactifs pour pouvoir faire du biomimétisme, et les ingénieurs être beaucoup plus proactifs pour aller chercher des données dans le domaine de la biologie. Et ça, c'est dû tout simplement, c'est qu'au bout d'un moment, on perd complètement le fil et on n'a plus les connaissances suffisantes.
Et après, voilà, je reviens à la seconde. Donc, une des façons d'y arriver, c'est d'arriver à travailler sur le long terme à la formation, ça je l'ai dit. Et puis, concrètement aujourd'hui, c'est de monter des équipes pluridisciplinaires et de mettre autour de la table des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de se parler. Donc aujourd'hui, nous, quand on travaille avec le monde industriel, on les met avec des compétences qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. On va les mettre avec des biologistes, on va les mettre avec des profils pluridisciplinaires, on va les mettre avec des designers, on va mettre finalement un collectif, de monter des équipes qui sont très différentes de celles qu'ils ont l'habitude d'avoir dans la conception. Donc ça, c'est sur cet aspect-là, on pourra l'approfondir s'il y a des questions supplémentaires là-dessus. Et je suis ravie du volet sensible que vous avez osé soulever, qui n'est pas forcément toujours facile et audible dans des audiences forcément cartésiennes. Et je suis moi-même très cartésienne et de formation scientifique. Et néanmoins, j'ai 2 jeunes enfants. Les enfants ont une appétence naturelle pour le vivant, une fascination naturelle pour le vivant, et force est de constater que progressivement ils la perdent parce que tout simplement ils n'ont pas ce contact récurrent, parce qu'on ne l'entretient pas. Et je considère que si on a aujourd'hui autant de problèmes environnementaux et autant de difficultés à appréhender la complexité du monde dans lequel nous vivons, c'est que ce lien-là et cette sensibilité au vivant, et cette reconnexion finalement aussi sensible au vivant, pas juste physique, mais aussi sensible au vivant, est absolument indispensable. Et heureusement, il y a des cursus aujourd'hui, des formations qui sont en train de se développer, qui travaillent bien sûr sur le socle de connaissances, qui est important, mais qui aussi travaillent sur le socle sensible. Et je pense que c'est important de ne pas le laisser de côté. Ce qui motive les gens, c'est la passion, c'est la fascination. L'intellect vient ensuite consolider, mais ce qui les motive, c'est autre chose. Super. J'ai une question intéressante sur biomimétisme et low-tech, parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup de technologies que vous avez évoquées sont en fait des high-tech, pointues, qui nécessitent du matériel, une certaine puissance industrielle, etc. Est-ce que le biomimétisme est compatible avec la low-tech ? Alors, heureusement, merci pour cette question, pareil, qui me tient énormément à cœur aussi. Ça fait partie des questions qu'on se pose tous les jours dans l'équipe. Comment concilier à la fois des enjeux de transition écologique et puis on voit bien à un moment donné la limite d'accessibilité à certaines de ces innovations pour tous, d'une part, et puis notre capacité à terme à être toujours en mesure finalement de développer des technologies aussi complexes. Alors après, le vivant est extrêmement sophistiqué et finalement on pourrait dire que le vivant il est high-tech dans sa façon dans sa structuration et dans le résultat que vous observez d'un point de vue scientifique et technique. Si vous portez le regard de l'ingénieur sur le vivant, c'est complètement fascinant. Mais après, par contre, effectivement, j'en reviens au cahier des charges, c'est qu'il fait ça par des processus doux. Donc aujourd'hui, on va dire la transition entre le biomimétisme high-tech et le biomimétisme low-tech, il va passer dans notre capacité progressivement à faire évoluer les processus par lesquels on est capable d'aboutir à un certain nombre de résultats. J'ai envie de dire, les exemples sont encore un peu trop rares, à mon goût. Probablement que dans les exemples low-tech de biométisme, vous pouvez citer ce que je vous ai dit sur l'agriculture, l'agroforesterie, qui permet tout simplement, par pratique de bon sens et par compréhension de la mécanique globale des processus et des phénomènes, de se dire on peut s'affranchir de la technologie, en partie au moins, d'un certain nombre de briques techniques et technologiques, et aboutir à des résultats qui sont des résultats tout à fait satisfaisants et qui ont peut-être plein d'autres co-bénéfices par ailleurs extrêmement intéressants. C'est aussi vrai par exemple aussi dans tout ce qu'on va appeler l'ingénierie écologique. Je n'ai pas cité cet exemple de Suez Environnement a développé des zones en fait de rémédiation et de phytoépuration, d'épuration des eaux en aval de certaines stations d'épuration pour pouvoir capter les micropolluants. Et plutôt que en gros de développer des filtres, ils auraient très bien pu développer des filtres les uns à la suite des autres. Ils se sont dit non, on va en fait recréer, comprendre le mécanisme de fonctionnement d'une zone humide, et puis on va accompagner finalement la création et l'installation et l'implantation et le maintien sur le long terme d'une zone humide
Donc, d'une part, c'est extrêmement efficace sur les polluants. Deux, ces zones humides sont extrêmement importantes pour la biodiversité. Et puis, c'est franchement pour des riverains quand même beaucoup plus agréable qu'une zone industrielle. Donc, il y a eu plein d'autres co-bénéfices. Donc, par l'ingénierie écologique, on arrive finalement à contourner la technologie. Et nous, la vision qu'on porte, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est dans cette transition entre la biomimétique et la technique et notre capacité à changer les processus par lesquels on fabrique pour aller vers de plus en plus de sobriété dans notre façon d'y arriver. Après, parce que voilà, c'est un débat interne même que j'ai régulièrement moi-même. Pourrons-nous demain explorer avec autant de précision le vivant si nous n'avons pas de la high-tech? Est-ce qu'on peut si on n'a pas de microscope, si on n'a pas d'outils pour pouvoir explorer le vivant, comment on fait? On n'aurait pas la connaissance du monde qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas aussi des technologies. Donc, je pense que ça dépend un petit peu de la définition de la low-tech que propose cet auditeur. Je ne sais pas s'il peut préciser. Donc, on va dire il y a la vision low-tech qui est la vision sans technologie et puis la vision intermédiaire de la low-tech et de la définition de la low-tech qui est la juste technologie. Et c'est de se dire finalement de quelle technologie avons-nous réellement besoin et posons-nous la question de l'usage de cette technologie et y a-t-il des alternatives possibles? Et je pense que c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est aussi le cadre et le prisme du biomimétisme, c'est de se dire est-ce qu'on a vraiment besoin de ça déjà? Et puis est-ce qu'on pourrait faire autrement par ailleurs? Et donc, c'est plutôt quel choix technologique on fait et pourquoi faire? Super. Petite question aussi sur est-ce que ces techniques ne sont pas souvent au service, disons, d'un système peu soutenable? Est-ce qu'elles ne vont pas être captées par une industrie qui reste attachée aux fossiles? Est-ce qu'il n'y a pas une tentation du greenwashing derrière tout ça? Alors, oui, après le greenwashing, il est possible qu'il y ait du biomimewashing. Mais j'ai envie de dire, ça, c'est pas propre au biomimétisme, c'est propre à n'importe quelle approche d'innovation, de rupture, etc. Plus vous aurez d'intérêt et d'initiative dans la démarche, plus on sera en capacité de faire le tri, justement. Et donc, moi, je me fais pas trop de soucis sur notre capacité à terme, et l'évolution, j'ai envie de dire, l'évolution au sens large du terme, notamment des sociétés de production et de consommation, fera son tri de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. La société civile aussi fera le tri. On voit bien que depuis quelques années, la société civile est de plus en plus exigeante et critique aussi sur la communication, les stratégies des entreprises. Au sein des entreprises, on voit bien les salariés qui remettent en question l'entreprise pour laquelle elles travaillent et les objectifs de l'entreprise et la façon de faire de l'entreprise. Donc, ayons confiance dans la capacité des uns et des autres et des individus d'influencer les choix qui seront faits. On a cette capacité d'influence individuelle, ne l'oublions pas. Oui, c'est vrai. J'ai aussi une question sur l'humain dans le biomimétisme. Les gens remarquent qu'il y a beaucoup d'exemples tirés des animaux et des plantes, mais que finalement, le corps humain, les organes humains, etc., sont remarquables à bien des égards. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples, semble-t-il. Alors, j'ai donné l'exemple de Renault, effectivement. Après, j'ai envie de dire, dans le domaine de la médecine, je l'ai pas cité parce que ça paraissait, c'est moins original que ce que je vous ai présenté. Dans le domaine de la médecine, on comprend, on étudie, on comprend les phénomènes qui se produisent dans le corps humain pour pouvoir développer finalement des molécules et des substances actives. Probablement qu'une des questions que ça pose aussi la question de l'expérimentation, tout simplement. C'est-à-dire que, d'un point de vue déontologique, il nous est aujourd'hui beaucoup plus facile de travailler sur d'autres espèces que sur nous-mêmes d'un point de vue de l'expérimentation scientifique d'un certain nombre de phénomènes, donc aussi pour probablement cela. Et puis par ailleurs, il y a des choses qui sont assez communes entre plusieurs mammifères. Je vous parlais tout à l'heure de prophétie et l'œil humain, ça pourrait très bien être d'autres espèces que celle-là. Mais bon,
il y a au moins 10 millions d'espèces autour de nous, 2 millions qui ont été recensées, donc on a de quoi faire et on n'est pas obligé de se concentrer non plus que sur l'humain, mais je suis d'accord que l'humain peut très bien faire partie des modèles, tout à fait, mais pour un certain nombre de stratégies, c'est pas sur l'humain, c'est pas un certain nombre de fonctions, c'est pas sur l'humain que vous allez pouvoir vous inspirer. Hein. Par exemple, comment arriver à adhérer sur une surface lisse. On va plutôt regarder le gecko que l'être humain. Ça dépend de la question que vous posez au départ. Oui, c'est sûr. Plusieurs questions sur les araignées. Là, sur tous les exemples que vous avez cités, des fois, il y a des questions un peu techniques. Il y a un auditeur qui demande quel type d'impression 3D on peut utiliser avec la soie produite par les araignées. Et puis, j'ai des questions un peu sur les usages de la soie d'araignée. Plus généralement, c'est un exemple qui fascine toujours. Alors, sur les travaux, je veux bien que vous répétiez la seconde question, parce qu'il y a eu une petite coupure, je n'ai pas entendu. Non, c'était les usages en général de la soie d'araignée. Les usages de la soie d'araignée. Donc, la première question, moi, j'encourage... alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par quel type d'impression 3D. Moi, je l'ai vu, hein, le système d'impression. Vous avez tout simplement un réservoir avec de la soie dans une consistance bien particulière. Et puis, vous avez tout simplement une impression couche par couche, application successive d'une couche de soie par couche de soie. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question ou je ne sais pas si c'est parce que vous cherchez la référence de l'appareil que je n'aurais pas. Et ça, je vous encourage. C'est des travaux qui sont menés par Thomas Scheibel. Et donc ça, si vous voulez aller plus loin, je suis convaincue que tous ces éléments-là, plus précis sur exactement le type d'imprimante utilisée, fait partie est listé dans ces publications scientifiques. Et sur les usages, alors il me semblait, alors peut-être que la question a été posée en cours de conférence, et donc comme je l'expliquais, il y a divers usages en fait à la soie d'araignée. On peut l'utiliser sous forme de fil pour du renfort textile, on peut l'utiliser sous forme semi-liquide, comme je vous disais, pour faire l'impression de trames d'organes pour la reconstruction de tissus. On peut l'utiliser sous forme de poudre pour tout ce qui est filtration. C'est aussi utilisé dans le domaine de la cosmétique, mais voilà, les usages sont extrêmement larges. Et là, je vous conseille d'aller regarder typiquement les applications que propose AM Silk là-dessus. Ok. Vous avez fait la distinction entre bio-utilisation et bio-inspiration. À propos d'un de vos exemples, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce qu'on peut tracer une ligne? Oui, en fait, je distingue l'approche scientifique et intellectuelle qui permet de nourrir la créativité et l'idée de sa mise en œuvre opérationnelle concrète. Par exemple, tout à l'heure, je vous citais l'exemple de la zone humide artificielle. Eh bien, la réflexion elle est bio-inspirée parce que c'est bien comprendre finalement comment les écosystèmes naturels captent les micropolluants en regardant les différentes typologies de bassins, les différentes typologies de faune, de flore, etc. Et on aurait très bien pu avoir une approche qui est de se dire maintenant, je vais aller décortiquer précisément comment la paroi de la plante le fait, comment tel et tel espace le fait. Mais je vais pas. Mais la décision a été plus pragmatique que ça et de dire non, c'est plus simple de directement utiliser l'organisme biologique pour pouvoir y parvenir. Donc il y a comment vient l'idée, qui est la bio-inspiration, comment on comprend précisément les phénomènes sous-jacents et ensuite comment on décide de les mettre en œuvre. Et vous pouvez très bien avoir de la bio-inspiration sans bio-utilisation, tout comme de la bio-utilisation sans bio-inspiration et des zones de recouvrement entre les deux, comme les exemples que je vous ai donnés. Donc ça dépend de la stratégie intellectuelle et créative dans l'innovation qui a conduit finalement à l'idée initiale. Et après, sa mise en œuvre, c'est de se dire d'être malin. Et s'il y a plus de co-bénéfices à utiliser directement et collaborer directement avec le vivant pour pouvoir aboutir à ce résultat-là, peut-être que c'est plus simple que de le développer entièrement artificiellement. J'ai une autre question un peu technique sur un exemple que vous avez donné, qui est celui qui est assez fascinant du stockage de l'information dans l'ADN. Comment est-ce qu'on passe d'un stockage binaire, informatique tel qu'on le connaît, à un stockage biologique?
comment ça peut se passer concrètement, on a du mal à voir en fait. En fait, comme vous le savez, hein, je ne sais pas si c'est exactement la question, et sinon, cette modélisation cette estimation, elle a été réalisée dans la revue Nature. Hein, je pense que vous pouvez, pour l'auditeur, retrouver assez facilement cette publication-là. Peut-être pour la plupart des auditeurs qui sont moins au fait, je pense, on va dire des implications de la question qui vient d'être posée. Peut-être pour revenir à la base, comme vous le savez, l'ADN, en fait, c'est un code. C'est déjà un code, hein, puisque vous avez en fait une succession de ce qu'on appelle de nucléotides qui en fait va générer donc un code génétique. Et donc tout simplement, en créant des séquences de code, vous venez encoder de l'information et vous venez contenir de l'information par des séquences de code, tout simplement. Et parce que l'ADN, c'est un code. C'est un code. Il suffit de traduire un code dans l'autre, en fait. Hein. C'est ça, c'est une traduction dans un nouveau code. Ok. On se rapproche du bout. Je crois que vous avez des candidats qui ont envie de se lancer là-dedans. Est-ce que vous avez parlé de formation au niveau national? C'est quelque chose qui existe? Oui. Et on demande même si CBIOS prend des stagiaires et à quel niveau. Donc, oui, on prend des stagiaires, bien sûr. On prend des stagiaires, évidemment. Au regard de nos métiers, on prendra surtout des Master 2, prioritairement. De temps en temps, on prend aussi des Master 1, mais c'est vrai que au regard de nos métiers et des enjeux, on prend souvent plutôt des Master 2. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Et puis, en termes de formation, alors, depuis plusieurs années, on essaie d'animer un collectif d'enseignants et d'enseignants-chercheurs pour pouvoir aider à l'apparition d'un certain nombre de modules. Donc maintenant, vous avez des modules dans plusieurs écoles et universités qui se sont développés. Donc des modules qui vont de quelques heures à une trentaine d'heures, voire à des modes projet, ça dépend. Et donc ça, ceux qui veulent avoir un petit peu d'informations sur ces questions de formation, vous avez des premiers éléments sur notre site web, et puis sinon vous nous contactez, et puis on vous renverra d'autres références justement sur... On a fait une liste complète des modules et des enseignants aujourd'hui impliqués sur le sujet au niveau français et international, au besoin. Et en 2020, il y a les 2 premiers masters qui ont été lancés. Donc un master sur, on va dire, la conception et le design à l'école, à l'ENSI Les Ateliers, à l'école supérieure de design de Paris. Un master qui s'appelle Nature Inspired Design, qui est un Master of Science. Vous avez un master dédié aux matériaux bio-inspirés qui a ouvert ses portes à l'Université de Pau cette année. Et donc l'objectif, c'est que à terme, bien sûr, ce genre de master se multiplie au niveau national avec des complémentarités et puis on va dire des spécificités thématiques par rapport à demain peut-être l'architecture, la chimie, l'énergie, en fonction des différents cursus existants, et de pouvoir intégrer finalement le biomimétisme à des cursus ou des dominantes existantes. Voilà, donc il commence à y avoir des initiatives en France et des cursus pour cela en France. Et à l'étranger, en Allemagne par exemple, il y a pléthore de cursus puisque ça fait quelques années qu'ils sont déjà engagés dans la démarche. Bon. Une petite question avec une réponse courte parce que notre temps s'écoule. Est-ce que vous pensez que la copie de la nature, qui est certes efficace, mais est-ce qu'elle favorise son respect? C'est une question quasiment philosophique. On a envie de dire oui quand même, mais... Alors, je partage ma vision qui est la mienne, mais qui semble être partagée avec un nombre croissant de personnes. C'est quand vous, justement, par le biomimétisme, vous changez de regard sur le vivant et vous l'observez pas soit comme un décor, mais vraiment vous commencez à vous intéresser à la façon dont ça fonctionne, à sa diversité, et vous changez ce regard-là. Moi, je peux pas croire que vous pouvez pas en ressortir complètement fasciné. Et on en revient à cette question de la sensibilité et la fascination pour le vivant. Je pense que le biomimétisme a cette force de susciter la fascination et une profonde humilité vis-à-vis du vivant, parce qu'on se dit c'est quand même sacrément bien fait et c'est quand même sacrément ingénieux. On est quand même des amateurs, hein, avec toute notre arrogance, on est quand même des amateurs par rapport à un grand nombre de capacités et de stratégies qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution.
4 milliards d'années quand même, hein, donc on peut être humble. Et donc moi, je considère que voilà, ça incite au respect. Voilà. Ça incite au respect et à une considération tout à fait différente des autres, voilà, des autres vivants. Donc je suis assez convaincue que le biomimétisme est vraiment un argumentaire à la fois très voilà, utilitariste de conservation de la biodiversité en se disant, bah, regardez, chaque espèce qui disparaît, c'est des idées en moins potentiellement. Mais je pense que ça va bien au-delà de ça, heureusement. Et je pense que vraiment, c'est voilà, retrouver le regard d'enfant dont je parlais tout à l'heure sur le vivant. Je pense que quand on l'observe sous l'angle du biomimétisme et dans toute sa sophistication, on retrouve ce regard d'enfant qui se fascine complètement pour des phénomènes nouveaux qu'il observe. Et donc, on respecte. Voilà. En tout cas, moi c'est ma propre conviction et en tout cas, c'est ce que j'essaye d'insuffler aux gens avec lesquels nous travaillons. Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce plaidoyer éloquent, Kalina Raskin, pour le biomimétisme, et on lui souhaite un grand avenir.